To you, Good morning. Thank you very much for coming in. 20 years ago, this month, it seems extraordinary now when you think back to it. What makes you want to talk about this? You've not talked about this at all until now. Why do you want to now talk about this? I just felt that it was appearing every day in newspapers and various things. I was listening to people and La matinée avait commencé par un silence inquiétant dans les couloirs du palais de Buckingham. Dans cet endroit où le moindre bruit semblait amplifié, j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Je me trouvais devant le coffre contenant les bijoux les plus précieux de la famille royale, dont ceux de la princesse Diana. Lorsque j'ai ouvert le coffre, le vide m'a été dévastateur, le collier Spencer en perles et diamants et les boucles d'oreilles que Diana avait reçues de l'émir du Qatar dans les années 1980 avaient disparu. 2 pièces irremplaçables chargées de souvenirs et d'une valeur à la fois symbolique et financière. Ma première réaction fut l'incrédulité. Impossible de déchiffrer un système de sécurité aussi complexe sans laisser de traces. Je me souvenais des protocoles de sécurité, chaque entrée dans le coffre est enregistrée électroniquement, chaque mouvement surveillé par des caméras. Pourtant, sous mes yeux se trouvait la preuve que l'impossible s'était produit. Un audit interne fut immédiatement lancé. J'ai rappelé le directeur de la sécurité et les fonctionnaires du ministère des Finances, tous sous le choc, tous affichant le même air incrédule. Tous les fichiers électroniques de la nuit précédente semblaient intacts sans aucune trace d'intrusion extérieure. Cela rendait le mystère encore plus troublant, le vol ne pouvait être qu'interne. Des détails de conversations précédentes ont commencé à refaire surface dans mon esprit. Quelques semaines plus tôt, nous avions discuté du sort des perles Spencer à table. Officiellement, elles seraient transmises à Charlotte, la seule petite fille directe de Diana. Une transition qui avait suscité des regards tendus, des remarques ambiguës et quelques plaisanteries excessives de la part de Camilla. Je me souvenais surtout du silence suggestif de Laura, sa fille, qui avait souri faiblement comme si elle connaissait déjà un secret que personne d'autre ne comprenait. Pendant ce temps, les médias toujours vigilants sentaient que quelque chose se tramait. Malgré nos tentatives de garder l'affaire secrète, un journaliste du Guardian m'a appelé pour me confirmer un mouvement prétendument inhabituel au sous-sol de l'immeuble. J'ai compris que l'information fuyait déjà. Si nous n'agissions pas rapidement, le scandale allait exploser avec une violence incontrôlable. Dans les heures qui suivirent, mon inquiétude grandit. Pourquoi ces 2 joyaux en particulier? Pourquoi pas d'autres, tout aussi précieux? La réponse était claire. Il ne s'agissait pas d'un simple vol, mais d'un acte symbolique contre l'héritage de Diana. Voler ces bijoux constituait une atteinte à la mémoire collective que la Grande-Bretagne et le monde chérissaient avec vénération. Je me suis souvenu des paroles d'un expert en histoire monarchique, interrogé par la BBC il y a quelques années. Les bijoux de Diana ne sont pas de simples objets. Ce sont des reliques séculaires qui définissent une époque, un sentiment, une icône. Exactement, ce n'était pas la perte des diamants ou des perles qui me pesait, mais l'insulte aux symboles qu'ils incarnaient. Je me suis senti obligé d'agir avec prudence. J'ai parlé à William et je lui ai tout raconté. Son visage s'est durci. Il m'a pris la main et m'a dit fermement « Nous ne permettrons pas que l'héritage de mère soit terni ». Ces mots m'ont donné de la force, mais ils n'ont pas dissipé le sentiment de trahison qui m'envahissait. Pendant ce temps, rumeurs, murmures et hypothèses circulaient. Certains suggéraient que les boucles d'oreilles avaient été empruntées sans autorisation pour une occasion sociale. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'une simple erreur d'inventaire. Mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai, j'avais trop souvent vu ces objets pour me tromper. Leur absence était un vide physique presque douloureux. En réfléchissant, j'ai compris que l'affaire ne pouvait plus rester confinée au palais. Tôt ou tard, les médias découvriraient les preuves. Ce n'était qu'une question d'heure. À ce stade, mieux valait se préparer avec une version crédible plutôt que de subir la honte d'un scandale soudain. Mes pensées se sont portées vers Diana elle-même, vers sa réaction face à un tel geste. J'ai imaginé sa voix ferme et douce m'avertissant « Protège ce qui me reste pour mes enfants ». J'ai ressenti cet appel comme un devoir personnel presque sacré. J'ai donc décidé d'organiser un déjeuner familial où je pourrais observer attentivement chaque regard et chaque geste, espérant trouver une faille dans le mur du silence et des demi-vérités. Je ne pouvais pas laisser les bijoux disparus devenir un secret inavouable. Ce soir-là, en contemplant les lumières scintillantes de Londres, depuis le balcon du palais, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de famille. L'avenir de la monarchie, déjà mise à rude épreuve par les tensions internes et la pression publique, risquait d'être brisé par un tel événement. La perte des perles de Diana n'était pas un simple vol, c'était une menace pour la crédibilité de la couronne. Le déjeuner de famille que j'avais convoqué sous prétexte de discuter affaires courantes s'est vite transformé en spectacle. À la longue table du palais de Buckingham, les visages des personnes présentes exprimaient des émotions contradictoires, curiosité, suspicion, voire une certaine timidité. Tout semblait forcé de calme jusqu'à ce que, levant les yeux, je découvre quelque chose d'inattendu. Laura, la fille de Camilla, portait les boucles d'oreilles en perles et diamants que j'avais vues des centaines de fois sur Diana.
Impossible de les confondre, c'était bien elles, avec leurs montures si caractéristiques et incomparables. J'en ai eu le souffle coupé. J'avais l'impression de revivre une expérience de déjà-vu, Diana souriante lors d'une réception à Doha, ses mêmes bijoux scintillant sous les projecteurs. Soudain, le silence s'abattit comme si tout le monde avait perçu ma réaction. William à côté de moi se figea et murmura entre ses dents « Ils le sont vraiment ». Camilla, quant à elle, détourna le regard et fit semblant de se concentrer sur le plat de service. À cet instant, je compris que la situation était bien plus grave que je ne le craignais. Je ne voulais pas réagir de façon trop dramatique, mais j'ai décidé de ne pas laisser passer cet outrage. Après le déjeuner, j'ai appelé un gémologue de confiance de la famille royale et lui ai demandé d'examiner les boucles d'oreilles. L'expertise ne laissait planer aucun doute, elles étaient authentiques, celles de Diana, et elles avaient été conservées dans le caveau royal jusqu'à quelques jours auparavant. Cette révélation a bouleversé l'affaire. Il ne s'agissait plus de soupçons ou de fabrication journalistique, mais de preuves concrètes. Comment ces boucles d'oreilles étaient-elles arrivées entre les mains de Laura ? Pourquoi Camilla n'en avait-elle jamais parlé? Et surtout, qui avait autorisé le retrait des bijoux du coffre en violation de toutes les directives de la couronne? La nouvelle a inévitablement filtré dans les médias. La BBC a ouvert son journal du soir avec un titre succinct « Scandale à Buckingham, les bijoux de Diana semblent portés en public ». Le Guardian a qualifié l'incident de trahison de la mémoire de Lady Di, tandis que des tabloïds sensationnalistes comme le Daily Mail l'ont dénoncé. Des images de Laura portant les boucles d'oreilles sont devenues virales sur Twitter et Instagram en quelques heures. Soudain, je me suis retrouvé au cœur d'une véritable tempête médiatique. Les journalistes campaient devant les grilles du palais, les experts se livraient à des débats houleux dans tous les talk-shows et un public indigné exigeait justice. Un sondage YouGov a révélé que plus de 60% des citoyens britanniques trouvaient la gestion de ces bijoux par Diana inacceptable. Et 45% demandaient même la destitution de Camilla de tous ses postes officiels. Au milieu de toute cette clameur, un sentiment de frustration grandissait en moi. Ce n'était pas seulement le scandale qui me blessait, mais aussi la conscience que l'héritage de Diana, si fragile et précieux, était instrumentalisé à des fins de jeu de pouvoir interne. William partageait ma colère et dans ses mots, je percevais la même détermination à défendre la mémoire de sa mère. « Je ne le laisserai pas m'enlever le moindre souvenir d'elle », dit-il d'un ton sévère. Lors d'une réunion confidentielle avec le procureur général, toutes les hypothèses ont été explorées. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un prêt informel, accordé par Camilla peut-être pour consolider le rôle de ses filles au sein de la famille. D'autres, en revanche, ont ouvertement évoqué un détournement de fonds, un acte qui a directement compromis l'avenir de Charlotte. Des détails supplémentaires issus de l'audit interne ont confirmé cette dernière hypothèse. Les journaux électroniques avaient détecté des accès nocturnes au coffre-fort, toujours sous le badge de Camilla. Initialement, ces mouvements avaient été présentés comme des vérifications de routine, mais le croisement des données avec des événements familiaux a révélé une coïncidence suspecte. À plusieurs reprises, immédiatement après ces vérifications, des bijoux manquants ont été retrouvés aux oreilles ou au cou des filles de Camilla. Cette série de preuves a brisé toutes les versions des faits. À ce stade, le scandale n'était plus une affaire privée, mais une affaire politique susceptible de miner la crédibilité de la monarchie elle-même. Certains députés travaillistes ont évoqué au Parlement un besoin de clarté, et même des députés conservateurs proches du gouvernement ont admis que la situation devenait explosive. Pendant ce temps, je me sentais de plus en plus prise dans une spirale de tension. Je ne voulais pas que le drame dégénère en guerre familiale, mais en même temps, je ne pouvais trahir la mémoire de Diana ni l'avenir de Charlotte. Chaque décision semblait vouée à laisser de profondes cicatrices. En relisant les piles d'articles de journaux sur mon bureau, une phrase du Times a attiré mon attention. Ce n'est pas seulement un joyau qui manque, mais la confiance du public dans la transparence de la couronne. C'était précisément le nœud du problème. Il ne s'agissait pas de pierres précieuses, mais de symboles et de confiance. Je savais que je devrais bientôt affronter Camilla directement. Mais quelle serait sa réaction ? Nierait-elle jusqu'au bout ou se rendrait-elle à l'évidence? Ces questions me hantèrent toute la nuit tandis que Londres se taisait sous un ciel inhabituellement sombre. Le lendemain de la tempête médiatique, le jour du jugement fut venu. Une réunion extraordinaire fut convoquée au palais de Buckingham à laquelle assistèrent William, plusieurs conseillers de confiance et inévitablement Camilla. L'atmosphère était glaciale, personne n'osait élever la voix mais la tension était palpable. J'ai immédiatement exigé une explication. Les boucles d'oreilles de Diana ont été retrouvées au déjeuner porté par Laura. Pourriez-vous m'expliquer comment elles sont arrivées là? Ma voix était résolue, mais je bouillonnais intérieurement. Camilla a d'abord tenté de minimiser l'affaire, la qualifiant de malentendu et de prêts familiaux sans intention malveillante. Mais les documents que nous avions rassemblés ne laissaient aucune place à son attention. Je lui ai montré les journaux d'accès au coffre-fort, plus de 10 entrées au cours des dernières semaines toutes avec son badge personnel, souvent la nuit. William a ajouté « Tu ne peux pas faire comme si c'était une coïncidence.
Chaque fois qu'un bijou disparaissait un membre de ta famille l'exposait publiquement. Ces mots résonnaient comme de la pierre. La reine consort resta silencieuse un instant. Puis elle répondit, presque offensée, « Ces bijoux ne sont pas des reliques sacrées. On ne peut pas espérer les garder enfermés éternellement. Laura ne les a portés qu'une nuit. » Mais son ton ne convainquit personne. Pour moi, ce n'était pas une question de mode ou d'apparat, c'était l'héritage de Diana promis à Charlotte, un lien symbolique qu'il fallait protéger. Les conseillers juridiques de la couronne ne laissèrent planer aucun doute ces actions constituaient une grave violation du protocole royal et pouvaient être qualifiées de détournement de fonds. Il n'était pas nécessaire de porter l'affaire au pénal, mais une décision interne était inévitable. La réputation de la monarchie était en jeu. Je me suis alors souvenu des paroles d'un analyste de BBC Newsnight. Tout scandale familial mêlé à la fortune de Diana devient immédiatement politique. L'opinion publique est impardonnable. Et c'était vrai. Il ne suffisait pas de régler le problème entre nous, il fallait montrer au pays que l'institution était intacte et capable de réparer ses torts. La dispute s'envenima. Camilla éleva la voix et nous accusa William et moi de vouloir la discréditer. Elle dit « Charlotte n'a pas besoin de bijoux pour commémorer sa grand-mère ». Mais William rétorqua sèchement « Ce n'est pas un bijou, c'est un symbole. Et tu le sais très bien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, la décision fut prise, Camilla perdrait l'accès au coffre et à tous les effets personnels de Diana. Tous les bijoux seraient inventoriés et scellés sous une nouvelle surveillance. Laura, à contre-cœur, dut rendre les boucles d'oreilles. Il ne s'agissait pas d'une mesure punitive à son encontre, mais d'une nécessité institutionnelle. Les journaux se sont rapidement emparés de ces mesures internes. Le Times a parlé d'une rupture formelle et irréparable entre les héritiers et son épouse. Le Guardian a qualifié cette liaison d'acte de justice symbolique, tandis que les tabloïds ont publié des titres virulents accusant Camilla d'avoir trahi la mémoire de Diana. L'ampleur de ce scandale était palpable dans les rues. En me promenant, j'ai vu des citoyens se disputer avec véhémence, certains brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Touchez pas aux bijoux de Lady Di ». J'ai été choqué de voir à quel point cette affaire privée avait dégénéré en un débat national. Pendant ce temps, au palais, les fractures dans la relation étaient clairement visibles. Les repas de famille devenaient silencieux, les conversations devenaient froides. J'étais tiraillé entre le désir de couper les ponts et le besoin de protéger William et Charlotte. Je savais que les blessures laissées par cet épisode persisteraient longtemps. Durant cette période, j'ai reçu des dizaines de lettres du public. Certaines étaient encourageantes, d'autres critiques, mais presque toutes partageaient un point commun, la nécessité de défendre l'héritage de Diana à tout prix. Une femme de Manchester a écrit « Ne laissez pas ces bijoux tomber entre de mauvaises mains. Ils appartiennent à Charlotte et à ceux qui ont aimé Diana. » Cette voix publique a renforcé ma conviction. Cependant, le problème ne pouvait être résolu par de simples mesures internes. L'opinion publique exigeait une déclaration officielle. William et moi avons alors décidé de préparer un discours public bref mais clair, annonçant les mesures visant à protéger les biens de Diana. La décision n'a pas été facile, chaque mot serait surveillé, chaque silence interprété. La veille du discours, j'ai repensé à Diana. J'ai revu ses photos, son sourire, les robes qu'elle avait rendues emblématiques. Ces images m'ont donné la force de continuer. Je savais que ce combat n'était pas le mien seul, mais celui de tous ceux qui la considéraient encore comme la princesse du peuple. Le lendemain matin, devant les caméras, j'ai prononcé un discours bref et énergique. La succession de Diana appartient à ses enfants et petits-enfants. Toute tentative d'en dénaturer la valeur sera vigoureusement combattue. Ce fut un moment chargé d'émotions. Certains journalistes ont rapporté que la foule rassemblée devant le palais avait applaudi avec enthousiasme après le discours. Malgré la tension, j'éprouvais un sentiment de soulagement. Nous avions franchi une étape nécessaire, quoique douloureuse. Mais je sentais que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais simplement le début d'une nouvelle phase, peut-être plus complexe encore. La réaction du public fut rapide. Après notre annonce officielle, un véritable frénésie médiatique s'est emparé du sujet. Le Guardian a consacré toute sa une à l'affaire titrant « La couronne protège les bijoux de Diana Camilla isolée ». Pendant ce temps, la BBC organisait des débats en soirée avec des historiens, des journalistes et même des psychologues, tous commentant la portée symbolique de cette affaire. Dans la rue, le soutien au geste de William et moi était clairement visible. Certains manifestants ont déposé des bouquets de fleurs devant le palais de Kensington, accompagnés de mots sur lesquels on pouvait lire « Pour Charlotte, héritière du cœur de Diana ». Pour de nombreux Britanniques, cette liaison n'était pas seulement une rumeur, mais aussi la preuve que la monarchie pouvait encore défendre des valeurs authentiques. Mais tout le monde n'y était pas favorable. Certaines voix, notamment parmi les proches de Camilla, nous accusaient d'aller trop loin, de transformer un incident familial en guerre de palais. Le Télégraphe écrivait dans un éditorial que la rigidité affichée pourrait compromettre la réconciliation interne. C'était une opinion minoritaire, mais elle était présente. La pression médiatique s'intensifiait chaque jour.
Des journalistes étrangers d'Al Jazeera au New York Times couvraient de l'affaire dans leurs journaux télévisés internationaux. Ce n'était pas seulement une affaire britannique, mais une affaire mondiale car Diana restait une figure appréciée partout dans le monde. Les chaînes de télévision américaines diffusaient d'anciennes images des années 1980 et 1990, rappelant les moments où Diana avait rendu les bijoux célèbres dans le monde entier. Entre-temps, des mesures drastiques durent être prises au palais. Camilla se vit non seulement refuser l'accès au caveau, mais aussi certains privilèges cérémoniels. Elle ne pouvait plus choisir librement les bijoux historiques qu'elle porterait lors d'événements publics. Cette décision, bien que nécessaire, créa une fracture symbolique, une exclusion que beaucoup percevaient comme un exil moral. Laura Safil a tenté de se défendre sur les réseaux sociaux en affirmant ignorer l'origine des boucles d'oreilles. Mais ses propos n'ont pas convaincu le public. Les réactions ont été vives, l'ignorance n'est pas une excuse, a écrit un utilisateur sur Twitter. En quelques heures, son compte a été la cible de critiques et des appels à des excuses officielles ont été lancés. J'observais tout cela avec un mélange de tristesse et de détermination. Mon intention n'était pas de détruire des gens mais de protéger un symbole. Cependant, je savais que chaque geste, même le plus juste, aurait un coût humain. Camilla commença à se replier sur elle-même, elle assistait moins souvent aux événements, parlait rarement, et sa présence devenait de plus en plus marginale. Un éditorial du Times résumait succinctement la situation. Ce n'était pas un vol de bijoux, c'était un vol de souvenirs. Et c'est pourquoi la réponse de la couronne fut si poignante. Ces mots m'ont marqué car ils résumaient parfaitement mes sentiments. Ce qui était véritablement en jeu, c'était la mémoire collective de Diana et non le carat des pierres. On semblait le pressentir. Sur les marchés, dans les pubs et à la radio, tout le monde parlait du scandale. Certains le comparaient à un règlement de compte entre deux époques, celle de Diana aimée et pleurée et celle de Camilla perçue par beaucoup comme une usurpatrice. Le contraste était saisissant et la vague de sympathie du public était manifeste. Dans les semaines qui suivirent, les sondages d'opinion montrèrent une hausse significative de la confiance en William et moi. Parallèlement, le soutien à Camilla s'effondra. Ce changement déclencha une transformation du paysage politique au sein de la monarchie. De plus en plus, les conseillers royaux suggérèrent que l'avenir de l'institution devait se concentrer sur nous et nos enfants, avec Charlotte comme figure symbolique centrale. Un moment particulièrement émouvant fut celui où, lors d'une visite officielle, une petite fille m'a offert un dessin de Diana remettant le collier Spencer à Charlotte. J'ai été submergé par l'émotion, ce simple geste était plus éloquent que des mots. Il confirmait que le peuple avait choisi son camp. Pendant ce temps, l'affaire continuait d'alimenter le débat international. Certains journalistes français se souvenaient du tragique incident survenu à Paris et soulignaient que la mémoire de Diana restait vivante en Europe. Aux États-Unis, des émissions comme celle d'Oprah Winfrey y consacraient dans des segments entiers avec des experts discutant du rôle des symboles dans la continuité monarchique. Je savais cependant que le véritable défi ne résidait pas dans les talk-shows, mais entre les murs de Buckingham Palace. Les relations familiales étaient désormais en jeu. Chaque rencontre avec Camilla était tendue sans un seul sourire. Parfois, je me demandais s'il était possible de restaurer un peu de confiance. Mais la réponse au fond de moi devenait de plus en plus claire, la trahison des bijoux avait provoqué une rupture irréparable. Durant ces nuits blanches, contemplant les lumières de Londres, depuis mon bureau, je réfléchissais au fragile équilibre de la monarchie. Un seul geste, la remise par erreur d'une paire de boucles d'oreilles, avait provoqué un séisme menaçant de changer l'avenir de la couronne. Pourtant, malgré le chaos, j'avais le sentiment d'avoir fait le bon choix. J'avais défendu l'héritage de Diana et avec lui, la confiance du peuple. La décision finale fut prise par un après-midi pluvieux de novembre. Après des semaines de tensions, de discussions internes et d'examens constants, William et moi avons décidé que la seule façon de mettre un terme définitif au scandale était de mettre en œuvre de nouvelles mesures de sécurité. Et pour le pays tout entier de tracer une ligne infranchissable pour défendre l'héritage de Diana. Le coffre-fort était verrouillé grâce à un système entièrement nouveau, accès biométrique, enregistrement numérique en temps réel et surveillance conjointe par 3 gardiens indépendants. Il n'y aurait plus de place pour l'ambiguïté ni pour le prêt informel. Tout était suivi, tout catalogué, chaque ouverture documentée. J'avais l'impression d'avoir transformé un lieu vulnérable en forteresse. Parallèlement, William introduisit de nouvelles mesures restrictives. Les bijoux de Diana ne devaient pas être portés sans notre autorisation écrite à tous les deux. Cette règle, bien que stricte, était la seule garantie contre tout abus futur. Dans notre déclaration officielle, nous avons souligné que les biens de Diana n'étaient pas une propriété privée, mais un héritage symbolique destiné à Charlotte et à l'histoire de la monarchie. L'impact fut considérable. Les médias internationaux évoquèrent une nouvelle orientation dans la gestion des biens royaux.
Reuter décrivit ces mesures comme un acte de régénération institutionnelle, tandis que la Deutsche Welle souligna comment la monarchie avait trouvé la force d'affronter une crise sans précédent avec détermination et transparence. Même les plus sceptiques reconnurent que cette ligne dure avait permis d'éviter un effondrement de la confiance du public. Camilla, quant à elle, s'isolait de plus en plus. Privée de ses bijoux et réduite à un rôle secondaire lors des événements officiels, son image s'est obscurcie. Les journaux à scandale qui autrefois occultaient ses vêtements et son apparence la surnommaient désormais simplement « l'épouse controversée ». La distance entre William et moi était désormais irréparable, et même le public sentait que son époque de centralisation était révolue. Charlotte, même si elle ne saisissait pas encore pleinement le sens de cette liaison, était devenue le centre émotionnel de l'histoire. À chaque apparition publique, on l'accueillait comme la porteuse naturelle de l'héritage de Diana. Des images d'elle souriante et tenant un petit bouquet de fleurs alternaient avec celles de sa grand-mère dans les années 1980. C'était comme si deux générations se reflétaient, créant une continuité que même un scandale ne pouvait briser. Au fond de moi, je sentais que je n'avais pas seulement défendu un trésor matériel, mais la dignité même de la mémoire. Diana n'avait jamais été une simple princesse, elle était un symbole de compassion, d'empathie et de modernité. Ses bijoux étaient des fragments tangibles de cette histoire, et les protéger signifiait garantir que sa voix ne serait jamais réduite au silence. De nombreux commentateurs internationaux ont compris ce message. Un article du New York Times proclamait « Protéger les bijoux de Diana, c'est protéger l'âme de la monarchie britannique ». J'ai lu ces mots. Avec émotion, il résumait le sens de tout ce voyage, la raison pour laquelle j'avais résisté aux accusations de rigidité et de tensions internes. L'affaire cependant laissa de profondes cicatrices. Les relations familiales ne s'en renouèrent jamais. Les dîners officiels devinrent froids, les sourires forcés. Pourtant, dans le silence de ces soirées, je savais que j'avais accompli mon devoir. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de protection. Un choix douloureux, mais nécessaire. Dans les mois qui suivirent, les mesures mises en œuvre prouvèrent leur efficacité. Aucun incident similaire ne se reproduisit. Le nouveau système devint même un modèle pour d'autres domaines de la couronne. Certains gestionnaires de patrimoine suggérèrent même de l'appliquer au domaine d'autres dynasties européennes. Et la tempête commença peu à peu à s'apaiser. Non pas oubliée bien sûr, mais transformée en leçon. Une leçon sur la fragilité de la confiance, sur la puissance du symbole de Diana, même des décennies après sa mort, et sur la nécessité pour la monarchie de se réinventer pour survivre. En regardant Charlotte, je pensais à l'avenir. Un jour, quand elle sera assez grande, je lui dirai toute la vérité. Je lui expliquerai que ces boucles d'oreilles et ce collier n'étaient pas que des bijoux, mais des fragments d'une âme qui lui appartenait à elle et au peuple britannique. Je lui apprendrai que préserver ce souvenir sera son devoir le plus important, bien plus précieux que n'importe quelle couronne. Peut-être qu'alors elle comprendra pourquoi je me suis battu si fort. Peut-être qu'alors elle comprendra qu'il ne s'agissait pas seulement de diamants et de perles, mais d'amour, de justice et d'histoire. Et peut-être avec le recul pourra-t-elle dire que sa mère n'a pas rompu sa promesse envers Diana pendant ces jours tumultueux. Alors que je pensais que la tempête s'était enfin apaisée, j'ai réalisé que le scandale des bijoux n'était pas seulement une affaire de famille. Il avait inauguré une nouvelle ère dans l'histoire de la monarchie. Chaque décision prise depuis lors fut filtrée à travers le prisme de cette affaire. C'était comme si l'opinion publique avait découvert un nouveau critère, la fidélité à la mémoire de Diana. Dans les mois qui ont suivi, les sondages ont révélé un résultat surprenant. Pour la première fois depuis des années, la confiance envers la couronne avait cessé de décliner et avait même légèrement augmenté. BBC News a souligné que la loi protégeant l'héritage de Lady Di a créé un lien émotionnel avec le peuple. C'était comme si des millions de personnes avaient le sentiment que la monarchie écoutait enfin le cœur du peuple. William et moi avons donc joué un rôle plus important que prévu. Chaque visite, chaque discours, chaque apparition publique était l'occasion de réaffirmer cet engagement. Je me souviens d'un voyage à Cardiff où un groupe de femmes nous avait accueillis avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Diana continue à vivre à travers Charlotte ». Ces mots m'ont touché, mais ils m'ont aussi fait prendre conscience du poids de la responsabilité que nous avions assumée. Pendant ce temps, Camilla vivait une sorte d'exil symbolique. Elle apparaissait rarement et lorsqu'elle le faisait, son expression trahissait un mélange d'amertume et de ressentiment. Les journaux les plus indulgents la décrivaient comme une femme marginalisée par la nouvelle orientation. Mais aux yeux du public, son image était désormais irrémédiablement ternie. Chacun de ces gestes était interprété comme une tentative maladroite de gagner du terrain et rien ne pouvait effacer l'image des boucles d'oreilles de Diana aux oreilles de Laura. Pourtant, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas laisser cela devenir un simple conflit personnel. L'objectif était plus vaste, redéfinir l'avenir de la monarchie, la rendre plus transparente et la rapprocher du peuple. C'est pourquoi avec William, j'ai lancé une série d'initiatives. Nous avons décidé d'ouvrir plusieurs collections de bijoux au public et organiser des expositions itinérantes dans différentes villes du Royaume-Uni. Nous voulions montrer que ces biens n'appartenaient pas seulement à nous, mais à la nation tout entière.
L'initiative a rencontré un succès retentissant. Des milliers de personnes ont visité les expositions et admiré les bijoux qui ont marqué l'histoire. Parmi les pièces exposées figuraient bien sûr des copies authentiques des bijoux de Diana accompagnés de photos et d'anecdotes sur sa vie. De nombreux visiteurs ont pleuré en découvrant les expositions comme s'ils revivaient un moment de leur enfance. Certains ont dit « c'est comme si Diana était de retour ». À ces moments-là, j'ai compris que notre choix aussi douloureux fut-il avait créé un nouveau lien entre la monarchie et le peuple. Nous avions transformé un scandale en une opportunité de renouveau. Les médias internationaux ont continué de suivre l'affaire. Al Jazeera a parlé d'une monarchie tirant les leçons de ses erreurs, tandis que Le Monde écrivait que la bataille autour des bijoux de Diana a créé un fossé générationnel au sein de la famille royale. Aux États-Unis, certains commentateurs ont souligné le contraste entre la rigidité de Buckingham et l'instabilité de la politique américaine. Ils ont noté que tandis que le président Trump faisait face à ses propres défis mondiaux, la Grande-Bretagne redéfinissait son identité à l'aide de symboles familiers. Pour moi, chaque article, chaque commentaire était une pièce d'une mosaïque plus vaste. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le souvenir de Diana évoqué avec nostalgie pendant des années jouait désormais un rôle actif dans le présent comme si elle était toujours une voie guide pour l'avenir. Charlotte a grandi inconsciente du fardeau qui l'entourait. Chaque fois que je la voyais sourire, je pensais à Diana et au destin qui l'avait arrachée à la vie trop tôt. Je me suis promis de protéger ma fille de ce poids excessif, mais je savais aussi qu'elle y ferait face un jour. Peut-être avec plus de force que moi, peut-être avec une légèreté nouvelle qui lui était propre. Un soir, en fermant le journal où j'avais consigné les détails de ces mois, j'ai écrit ces mots « Nous défendions les joyaux, mais en réalité nous défendions quelque chose de bien plus grand, la mémoire, la confiance, l'espoir. » J'ai alors compris que le scandale n'avait pas seulement été une blessure, mais aussi une renaissance. Avec le recul, je ne regrette rien. La rupture avec Camilla restera une cicatrice, mais le choix de protéger l'héritage de Diana est devenu une pierre angulaire de notre avenir. Peut-être Charlotte comprendra-t-elle un jour que derrière ses diamants et ses perles se cache l'amour d'un peuple et que le devoir de le protéger était le plus beau cadeau que nous pouvions lui offrir. Et alors que les lumières de Londres brillent encore sur les murs de Buckingham Palace, je sais que le combat n'a pas été vain. Il ne s'agissait pas seulement de bijoux, il s'agissait de défendre un héritage qui perdure malgré tout à travers nous et surtout